Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo sur la mort de Christian Andreacchio. La semaine dernière, nous avons vu ensemble les événements qui ont mené jusqu'à la mort de celui-ci le 26 février 2014, au domicile qu'il partageait avec son frère Josh. Si vous n'avez pas vu cette première partie, arrêtez tout de suite cette vidéo parce que vous n'allez rien comprendre et allez la regarder, elle est sortie normalement pour vous il y a un peu plus d'une semaine. Comme la semaine dernière, je vous informe que cette vidéo comportera plusieurs images de la scène de crime, comportant entre autres le corps de Christian Andreacchio. Nous allons parler de meurtre, de décision et de suicide. Alors comme je vous l'expliquais la semaine dernière, je vais tout simplement censurer ces mots, mais si même l'idée d'évoquer ces thèmes est compliquée pour vous, quittez cette vidéo de suite, préservez-vous votre santé mentale avant tout, bien évidemment. Voilà, maintenant que j'ai pris soin de vous, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner et bien sûr d'activer la petite cloche des notifications. Préparons-nous ensemble à être très en colère et on y va. Si jamais vous entendez des bruits un peu bizarres autour de moi, c'est tout simplement parce qu'en ce moment je fais 4-sitter et qu'il y a 4 chats à la maison. Je suis désolée, les chats, on ne peut pas les calmer. Le 26 février 2014, Dylan Swearingen passe 7 appels au 911, le numéro d'urgence aux États-Unis. Kristen. 911, where's your emergency? Man, we've had a suicide. You had a suicide? Yes, ma'am. You don't know how, there's no weapons or anything? I think he shot himself. Okay, you think he shot himself? Yes, ma'am. I left to go to the store, and he went to the bathroom. I thought he was taking a shower. Okay, did he say that he was going to do this, or? No, ma'am. Okay, she's not, okay, just try not to touch anything, okay? Whitley. Is she up with him? Come down here. They don't want you to touch anything. Come on. Just try to, if it's... Come here, Whitley. Come here. Alors je vous ai lu la semaine dernière l'entièreté de la déclaration de Dylan Swearingen, mais je vais quand même vous rappeler quelques détails. Selon Dylan, et je dis bien selon Dylan, ce jour-là, il se trouve au complexe résidentiel Willow Ridge au 801 Deer Run, dans l'appartement de Christian. Il y est avec Christian lui-même et Whitley Goodman, la petite amie de celui-ci. Ce jour-là, aux alentours de 16h30, Dylan trouve Christian mort, une balle dans la tête, dans la salle de bain de l'appartement. D'après ce que Dylan dit à l'opératrice du 911, Christian se serait suicidé avec une arme à feu, un semi-automatique de calibre 45. Cette arme a été retrouvée entre la cuisse de Christian et la paroi de la baignoire, dans laquelle se trouve la moitié supérieure du corps de Christian. Et quand je dis moitié supérieure, il s'agit en fait vraiment que des épaules et de la tête. Le reste du corps est lui allongé en dehors de la baignoire. Lorsque la police arrive sur place, elle demande à Dylan et Whitley de s'asseoir sur le canapé et les agents commencent donc à prendre des photos et relever les éléments qui pourront aider à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Mais super rapidement, au bout de seulement 45 minutes, un inspecteur arrive, arrête le travail de tout le monde et annonce qu'il s'agit de toute évidence d'un suicide. Du coup, malheureusement, peu d'éléments sont prélevés sur la scène de crime et peu de choses sont photographiées. L'enquête a, de toute évidence, dès le début, été prise complètement à la légère et selon moi, des graves erreurs ont été commises. Les parents de Christian, Ray et Todd, dont on a parlé déjà dans la première partie de la vidéo, ce soir-là, ils sont ensemble au restaurant et ils sont assez surpris parce que tout d'un coup, le père de Todd va se mettre à les appeler
plusieurs fois. Donc sur le coup, Ray et Todd se disent que ce n'est probablement pas important et ils laissent sonner, ils ne décrochent pas. Au bout d'un moment, le père de Todd leur laisse un message que il et elle écoutent, et dans ce message, il leur dit qu'il y a eu une tragédie et qu'il faut qu'ils rentrent tout de suite. Lorsque Todd tout de suite rappelle son père du restaurant, avant même qu'il soit parti, celui-ci leur dit une phrase absolument horrible. Il leur dit « Un de vos enfants est décédé, il faut que vous rentriez ». Je pense que je ne peux même pas imaginer ce que Ray et Todd ont ressenti à ce moment-là. Je pense souvent, même très souvent, au trajet en voiture qui a dû suivre lorsqu'ils quittent le restaurant sans avoir plus de détails. J'imagine déjà une douleur atroce. On vient de leur dire qu'un de leurs enfants est mort. Ils ne savent pas lequel ou laquelle, et ils ne savent pas de quoi. Ils n'ont aucun détail. Vraiment, je pense que c'est l'enfer. En fait, à ce moment-là, le couple pense que c'est plutôt Josh qui est décédé. Donc Josh, je vous le rappelle, c'est le grand frère de Christiane, qui lui aussi bosse sur les bateaux et qui est colocataire de Christiane. Les deux partagent donc un appartement. Alors pourquoi est-ce qu'il pense ça ? Il pense ça parce que Ray, le matin, donc quelques heures auparavant, elle a eu Christiane au téléphone. Il allait bien, il était sur le bateau, comme à son habitude. Leur fille, elle, ils le savent, est à l'église. Donc forcément, pour eux, il reste que Josh. Peu de temps après, Ray et Todd arrivent chez eux. Finalement, le restaurant n'était pas très très loin. Et là, un détective les attend déjà. Et il leur annonce donc que Christiane s'est suicidée. Ray répond de suite que c'est impossible. Pour elle, il y a forcément eu une erreur, puisqu'elle a eu son fils au téléphone quelques heures avant. Et que pour elle, il est sur un bateau, il est au travail. Le détective, bien sûr, insiste et finit par leur montrer le portefeuille de Christiane dans lequel il y a sa pièce d'identité. Ray n'y croit toujours pas, ou alors elle ne veut pas y croire, ce que je peux comprendre, et elle décide tout de suite d'appeler son frère à elle, qui s'appelle Chris, et elle lui dit tout de suite au téléphone, la police est là, ils me disent que Christiane est mort, qu'il s'est suicidé, mais c'est pas possible, parce que je l'ai eu au téléphone il y a quelques heures et qu'il est au travail sur son bateau. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller vérifier ? Le coup de fil de l'enfer. Donc Chris, bien sûr, comprend tout de suite la gravité de la situation et il accepte de se rendre à l'appartement pour aller vérifier par lui-même. Sauf que une fois arrivé sur place, la police refuse de le laisser entrer dans l'appartement à Willow Ridge et lui demande de se rendre plutôt au commissariat où il est attendu. Donc c'est ce qu'il fait, bien sûr, mais on imagine vraiment l'horreur qui continue. Tu penses que peut-être ton neveu est décédé, ta sœur, sa mère attend fébrilement que tu lui dises si c'est le cas ou pas, tu es juste devant l'appartement, mais on te refuse l'accès et on te dit d'aller au commissariat. Alors je comprends pourquoi on lui refuse l'accès, je comprends que peut-être qu'ils ont voulu essayer de le préserver, de voir des images compliquées, donc en l'occurrence le corps, mais en même temps, vu comment l'enquête a été menée et vu le peu de délicatesse qu'a eu la police, sur le coup honnêtement j'ai du mal à croire que ce soit ça. Mais donc, Chris part tout de suite pour le commissariat. Donc, une fois sur place, il a bien la terrible confirmation, c'est Christiane, donc, qui est mort, et on lui dit qu'il se serait suicidé. Alors, sur le suicide, toute la famille Andreacchio est unanime et formelle. Personne, dès le premier jour, personne n'a cru à la thèse du suicide. On sait que tout est possible, les maladies mentales peuvent être extrêmement insidieuse, on peut tout à fait cacher à toute sa famille et à tout son entourage ce qu'on ressent intérieurement, bien sûr. Au final, on ne sait jamais vraiment, mais il y a quand même quelques petits détails qui ne collent pas et qui, effectivement, paraissent plutôt surprenants. Par exemple, Christiane n'a laissé aucune lettre d'adieu. Alors, je ne suis pas en train de dire que les lettres d'adieu, c'est obligatoire, bien évidemment, mais Christiane, il était très proche de sa famille. Mais vraiment très très proche de sa famille. Donc dans le cas où vraiment réellement il se serait suicidé, effectivement on peut imaginer qu'il aurait à un moment ou à un autre laissé un mot peut-être pour soit expliquer son geste, soit dire au revoir je t'aime une dernière fois. Donc le fait qu'il n'y ait pas de lettre, pas de mot d'explication, pas de mot d'adieu, rien, effectivement on peut penser que c'est un petit peu étrange. Ensuite il y a le coup de fil entre Ray et Christiane, donc le coup de fil qui a eu lieu le matin même.
Le sujet de l'appel, c'était un concert de Rihanna et Eminem qui devait avoir lieu dans la région. En fait, Ray et Christian, ils avaient ce truc en commun. Ils faisaient beaucoup de sorties culturelles en fait entre fils et mère. Donc ils allaient au cinéma, ils allaient à des concerts, etc. Donc c'est parfaitement normal que Ray, voilà, elle voit qu'il y a Rihanna et Eminem en concert, donc elle appelle Chris pour savoir si en gros elle doit prendre des places. Selon elle, cet appel, il a duré plusieurs minutes. Christian était complètement normal. Il lui a dit qu'il voulait effectivement aller au concert, mais qu'en gros, il devait voir s'il pouvait poser une journée de congé à son travail pour y aller. Et du coup, il lui dit « Je vais voir avec mon travail et je te rappelle pour qu'on achète les places ». Il n'y a rien de spécial dans ce qu'il dit ou dans sa voix. Rien dans ses mots ne laisse transparaître que quelques heures plus tard, il allait se tirer une balle dans la tête. Alors à nouveau, je ne suis pas en train de dire que ça c'est vraiment la preuve ultime que ce soit pas un suicide. D'ailleurs, il peut très bien y avoir des suicides non réfléchis ou non préparés, des actes qui se font comme ça un petit peu spontanément sous le coup d'une grande colère ou d'une grande tristesse. On prépare pas forcément un acte comme ça des mois avant. Mais en fait, c'est vraiment un petit élément plus plusieurs gros éléments dont on va parler après qui font effectivement penser que cette thèse du suicide elle colle pas du tout. Et c'est vraiment tout de suite énervant parce que pendant mes recherches, j'ai donc retrouvé des documents qui avaient été remplis et signés le jour même, le jour de la mort de Christian, donc par la police, par les équipes médico-légales, etc. J'ai pu retrouver pas mal de choses et tous les documents stipulent sans exception qu'il s'agit d'un suicide. Sans qu'il y ait eu d'enquête. Juste parce que Dylan, quand il passe cet appel au 911, la première phrase qu'il dit c'est « Madame, nous avons eu un suicide ». Cette phrase en elle-même est étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais « nous avons eu un suicide ». Déjà, je trouve ça hyper impersonnel. « Nous avons eu un suicide ». Et puis c'est... Enfin... Je ne sais pas. Est-ce que quand t'appelles, tu dis pas plutôt... Mon ami s'est donné la mort, je crois que mon ami est mort, je crois que mon ami s'est suicidé, mais en tout cas, je suis pas bien évidemment spécialiste, il y a des sciences du langage qui existent, donc je sais pas, peut-être que si vous avez une idée ou que c'est votre spécialité, vous pourrez peut-être nous aider, mais pour moi déjà cette phrase elle est étrange. Bon, en tout cas, ce que j'essaye de vous dire, c'est que cette phrase a suffi en une fraction de seconde à mettre dans la tête de tout le monde, à faire accepter par tout le monde que la mort de Christian était un suicide. Alors, il y a eu cette phrase de Dylan, mais il y a eu aussi autre chose. Il y a eu aussi des messages qui ont été retrouvés dans le portable de Christian, des messages dans lesquels, effectivement, Christian parle de... Il y a par exemple ce message qui aurait été envoyé par Christian quelques heures seulement avant sa mort à Whitley, et qui dit « Si nous n'arrivons pas à arranger les choses entre nous quand j'arrive à l'appartement, je me mets un flingue dans la bouche et j'arrête tout. Parce que Whitley, être avec toi est ce qui m'a amené le plus de bonheur dans la vie. » Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que après la mort de Christian, ce téléphone, sa famille, son oncle en l'occurrence beaucoup, a cherché absolument à le récupérer, parce que c'est leur droit tout simplement, et ils ont eu énormément de mal à le faire. Ce téléphone, personne ne savait où il était. Il n'était pas à l'appartement. On a demandé à Dylan s'il l'avait, il a dit non. On a demandé à Whitley si elle l'avait, elle a dit non. Donc on ne savait pas du tout où est-ce qu'il pouvait être, et ça paraissait bien évidemment très surprenant parce que déjà en 2014, bien évidemment, c'était déjà un petit peu comme maintenant, on ne se sépare pas de son téléphone, on vit avec son téléphone dans la main. Donc le téléphone ne pouvait pas être loin. Mais après que Chris ait lourdement insisté et que la police ait également lourdement insisté, Whitley avoue que le portable, c'est elle qui l'a. Bien évidemment, la police lui demande de le rendre, et Whitley refuse. Voilà, tout simplement. Elle refuse. Alors on s'en doute, bien évidemment, la police insiste, et au bout de quelques minutes, elle finit bien sûr par rendre le téléphone. Mais ce que ça signifie, c'est que Whitley a eu, pendant plusieurs heures, ce téléphone en sa possession, en tout cas suffisamment de temps pour modifier des messages ou implanter des messages dans ce téléphone, des messages qui n'y étaient pas avant. D'ailleurs, à l'époque, Dylan se fait justement de l'argent de cette façon, en, par exemple, débloquant les téléphones de ses amis. Donc, on sait que ce téléphone a disparu plusieurs heures et qu'il est resté en possession de personnes qui sont complètement
capable d'y implanter des messages qui n'y étaient pas avant. Et même Ray, lorsqu'elle voit les messages donc imputés normalement à Christiane, dans lesquels soi-disant il parle de suicide, elle remarque que les mots utilisés ne sont pas ceux que Christiane avait l'habitude d'utiliser dans ses messages, et elle remarque aussi qu'il y a des erreurs, des fautes d'orthographe qui par contre étaient des fautes d'orthographe faites normalement par Whitley. Alors on va continuer un peu à passer en revue les détails inquiétants autour de cette affaire. On a parlé du téléphone et des messages, et maintenant on va parler de la scène de crime. Accrochez-vous parce que ça va être long et que je vais vous donner beaucoup d'informations, mais cette scène de crime, elle est vraiment capitale pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais surtout ce qu'il ne s'est pas passé. Comme je vous l'ai déjà expliqué, lorsque Christiane est retrouvé par Dylan, il se trouve donc dans la salle de bain, et il a une position, enfin son corps a une position extrêmement bizarre qui ne correspond à aucune possibilité de chute. Possibilité de chute si Christiane, bien sûr, s'était réellement lui-même tiré une balle dans la tête. Ses jambes sont allongées en travers de la salle de bain, et seul, donc ça je vous l'ai déjà dit, seul le haut de ses épaules et sa tête sont dans la baignoire. Si Christiane s'était lui-même infligé cette blessure mortelle par balle, son corps aurait dû normalement tomber à la verticale. Un peu, il se serait tassé sur lui-même. Il ne se serait pas étiré en travers de la pièce avec donc cette tête dans la baignoire. Il serait tombé un petit peu comme ça d'un bloc tout droit. Le point d'entrée de la balle est également étrange. Alors attention, dans les secondes et peut-être même les minutes qui vont arriver, je risque de faire des gestes qui peuvent être un peu trigger sur le thème du suicide. Donc si jamais vous êtes sensible là-dessus, tout simplement arrêtez de regarder l'écran, écoutez ma voix et ça suffira bien. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué la semaine dernière, ce point d'entrée de la balle, il se trouve du côté droit. Pas de problème, Christiane était droitier. Un peu au-dessus de la tempe, en arrière. Pas tout à fait au-dessus de la tempe en fait. Il se trouve au-dessus du niveau de la tempe, mais un petit peu en arrière. Et ça, c'est déjà un premier point de questionnement. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. La trajectoire de la balle est également douteuse. Parce que cette trajectoire et ce point d'entrée de la balle, il montre que l'arme a été tenue perpendiculairement à la tête. C'est-à-dire ni vers le haut ni vers le bas, vraiment perpendiculaire. Or, toutes les études à ce sujet ont montré que lorsqu'une personne se tire une balle dans la tête elle-même, quasiment à 100% du temps, l'arme est posée en biais vers le haut. Pourquoi ? À cause de l'état émotionnel, bien sûr, de la personne à ce moment précis, aussi également à cause de la peur et de la retenue qui peuvent survenir à ce moment parce qu'on s'apprête à faire quelque chose qui est un petit peu effrayant. Et donc, quasiment à 100% du temps, le geste n'est pas propre, il n'est pas bien posé. Ce qui donne que quasiment tout le temps, comme je vous disais, la trajectoire, elle est plutôt en biais et du bas vers le haut. Parce que les gens ont tendance, je suis désolée, je sais que c'est bon, mais je vous avais prévenu, les gens ont plus tendance à faire ça qu'à faire ça. De même, la balle ayant causé la mort de Christiane, elle a été retrouvée dans la baignoire à côté de sa tête. Comment aurait-elle pu retomber à côté de sa tête dans la baignoire sans avoir à aucun moment d'abord pénétré un mur, pénétré une paroi de la baignoire, ricoché sur quelque chose? C'est quasiment impossible. C'est comme si cette balle était entrée du côté droit, était ressortie du côté gauche et était tombée dans la baignoire. Aucun impact n'a été trouvé dans la salle de bain du côté gauche, donc le côté opposé duquel la balle est partie. C'est comme si cette balle avait, comme je vous le dis, gentiment d'elle-même atterri délicatement dans la baignoire à côté de la tête de Christiane. Par contre, un trou dans le mur de la salle de bain a bien été photographié par les policiers sur la scène de crime. Alors il s'agit, comme vous pouvez le voir sur la photo, d'un trou assez important et qui pourrait tout à fait correspondre à la taille de l'impact d'une balle. Ce trou se trouve à côté d'un interrupteur qui est au-dessus de l'évier de la salle de bain du côté droit. J'en peux plus déjà.
Malheureusement, ce trou n'a jamais été testé puisqu'aucune enquête n'a réellement eu lieu dans la salle de bain. Je vais vous montrer la balle qui a été retrouvée. Vous allez pouvoir constater par vous-même quelque chose d'extrêmement étrange et selon moi très intéressant. Une substance qui pourrait effectivement rappeler ce mur en recouvre une bonne partie. Vous l'aurez compris, cette substance sur la balle n'a jamais été testée non plus. Si une enquête avait été faite sur place et avait montré que ce trou avait bien été provoqué par la balle, cela aurait démontré plusieurs choses, bien sûr, mais surtout une chose qui, moi, me semble absolument capitale, ça aurait prouvé que le corps a été déplacé. Puisque, comme je vous le disais, le point d'entrée de la balle sur le crâne de Christiane se trouve à droite. Cela aurait donc signifié que Christiane aurait dû se trouver non pas face à la baignoire comme il a été retrouvé, mais dos à la baignoire, puisque l'impact sur le mur est du côté droit. J'espère que vous me suivez, parce que c'est beaucoup d'images et de... Normalement, j'essaye de vous mettre des images et des schémas pour que vous compreniez bien, mais j'espère que c'est pas trop flou tout ce que j'essaye de vous expliquer. Enfin, dans la catégorie des choses extrêmement étranges, l'emplacement auquel a été retrouvée l'arme qui a servi à tirer le coup mortel ce 26 février 2014. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, cette arme elle a été retrouvée entre la cuisse de Christiane et la paroi de la baignoire. Seulement, elle a été trouvée à gauche, tournée vers la droite. Il est matériellement impossible pour cette balle de tirer un coup du côté droit et de se retrouver du côté gauche, le canon tourné vers la droite. Ça impliquerait, attention je vais refaire le geste, ça impliquerait que l'arme a d'abord tiré un coup comme ça, puis est tombée du côté gauche, mais c'est retourné. Alors je suis peut-être retournée là par rapport à vous à cause de l'écran, mais je pense que vous avez compris. L'arme a été retrouvée non seulement du côté inverse de là où était tiré le coup, mais également retournée. Pourquoi c'est impossible ? Parce que lorsqu'on tire avec une arme à feu, cette arme, avec la force de la détonation, va avoir comme un mouvement de recul, comme un retour qui va être engendré par la mise à feu. Dans le cas où Christiane se serait lui-même tiré une balle dans la tête, donc du côté droit tourné face à la baignoire, l'arme aurait dû légèrement s'éloigner, s'écarter de sa tête et tomber sur le sol du côté droit. À aucun moment, dans aucune possibilité, cette arme aurait dû se retrouver à gauche, entre le corps et la baignoire. Un autre des détails qui pousse l'hypothèse d'un déplacement du corps post-mortem, c'est la position des pieds de Christiane. La salle de bain de Willow Ridge, elle est minuscule. Il y a vraiment la place pour une personne qui se tient droit et c'est tout. Il n'y a pas d'espace entre tous les éléments. On l'a déjà dit plusieurs fois, Christiane, il a été retrouvé donc allongé sur le sol, à moitié sur le sol, et une partie dans la baignoire. Ce qui est déjà étrange en soi, parce que donc on l'a compris, enfin j'espère que vous l'avez compris, son corps forme une sorte de Z en fait. Mais surtout, lorsque la police arrive, les pieds de Christiane, qui déjà sont croisés, ce qui est selon moi à nouveau assez étrange comme position, mais bon admettons, ses pieds empêchent la fermeture de la porte. Dylan, ce brave Dylan, dans son témoignage, nous l'avons vu la semaine dernière, a dit avoir à plusieurs reprises appelé Christiane à travers la porte. Plusieurs fois. Donc selon lui, la porte était fermée. Comment cette porte aurait-elle pu être fermée si les pieds de Christiane ont bloqué la fermeture ? C'est impossible. Ou alors ça implique que Christiane soit rentrée dans la salle de bain et fermé la porte derrière lui, se soit mis à genoux avec les pieds comme ça un petit peu en hauteur croisés contre la... Enfin, bon, je pense pas avoir besoin d'aller plus loin. On va continuer à analyser un petit peu tous les éléments de cette journée du 26 février. Alors, en parlant de Dylan, je vous en ai parlé la semaine dernière. Dans la journée, il s'est présenté au comptoir de la banque de Christiane avec la carte de crédit de celui-ci pour, toujours selon les dires de Dylan, vider complètement le compte, récupérer tout l'argent et le rendre à Christiane comme celui-ci lui aurait demandé de le faire. Alors ce qui est extrêmement étrange là-dedans, c'est que Dylan se présente au comptoir avec cette carte. On a des photos de ce moment où il est au comptoir avec la carte et il parle à une employée de la banque.
Alors que pour vider le compte, il aurait suffi que Christiane lui donne cette carte et son code. Alors Dylan aurait pu tout simplement aller à un distributeur avec le code et vider le compte. Mais ce code, visiblement, Dylan ne l'a pas. Alors je suis peut-être, je sais pas, peut-être un peu fermée d'esprit ou quoi, mais on n'est pas en train de parler de gamins de 14 ans, même si c'est des jeunes adultes, ça reste quand même des adultes qui ont déjà eu des chèques de paye, qui ont déjà retiré de l'argent, etc. Ça me semble absolument impossible que et Christiane et Dylan aient cru à un moment donné que Dylan allait pouvoir vider un compte en se présentant au comptoir avec une carte. Seulement la carte. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à y croire. Alors les seules véritables analyses qu'on ait eues donc suite à la mort de Christiane, on les doit entre autres à 2 personnes, un grand scientifique, un spécialiste de la médecine légale, qui s'appelle le docteur Jonathan Harden, et à un policier qui lui aussi est spécialisé dans les analyses de scènes de crime, qui s'appelle Mark Gillespie. Ces 2 experts ont été embauchés par la famille Andreacchio pour analyser les éléments, tout simplement, de l'affaire, et essayer de tirer des conclusions objectives. Et je dis bien objectives. Il n'est pas question d'essayer absolument de faire dire aux éléments que ce n'est pas un suicide. La famille Andreacchio, tout ce qu'ils veulent finalement, c'est que quelqu'un, une personne, au moins une personne, jette un œil aux éléments. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Personne s'est réellement intéressé aux détails de l'affaire, tout le monde a classé ça comme un suicide. Et je peux tout à fait comprendre que les Andreacchio se soient trouvés vraiment seuls et eu absolument besoin d'avoir l'avis d'experts. Donc, dans leur rapport, ces 2 experts sont absolument formels et catégoriques. Selon eux, sans l'ombre d'un doute possible, la scène de crime a bien été faussée et maquillée. Mark Gillespie, lui, il soulève entre autres la question très importante de l'heure du décès de Christiane. Pour lui, la mort de Christiane, elle remonte à plusieurs heures avant que Dylan finalement passe cet appel au 911. Ça, il le sait notamment grâce à ce qu'on appelle la rigidité cadavérique, qu'on appelle aussi le rigor mortis. Cette rigidité, elle est un indice précieux pour comprendre l'heure de décès d'une victime. Lorsque quelqu'un décède, la rigidité, elle commence à s'installer tout de suite, dès les premières minutes du décès. Elle met ensuite 4 heures à s'installer complètement. Elle reste ensuite à 100% pendant environ 12 heures. Et passé ces 12 heures, les muscles d'eux-mêmes vont commencer à tout doucement se détendre et à se déraidir. Lorsque les équipes médicales et les équipes de police de la ville de Meridian arrivent auprès du corps de Christiane ce 26 février, cette rigidité cadavérique, elle est déjà installée, indiquant donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, que Christiane serait morte depuis au moins 4 heures. Ce qui contredit complètement la version des faits et le déroulé de la journée donnée par Whitley et Dylan. Puisque selon eux, selon leur déclaration, Christiane se donne la mort au moment où Dylan se rend dans un magasin Best Buy pour se renseigner sur l'installation d'enceintes, je crois, dans sa voiture. C'est lorsqu'il revient de chez Best Buy que donc il trouve Whitley en train de faire la sieste et qu'il retrouve Christiane décédée dans la salle de bain et qu'il appelle le 911. Donc si on suit cette timeline, Christiane devrait être morte depuis peu, pas depuis 4 heures. Il y a aussi ce qu'on appelle la lividité cadavérique, le livor mortis, qui peut être aussi une indication précieuse quand on cherche à connaître l'heure de décès de quelqu'un. Lorsque l'on meurt et que le cœur arrête de battre et donc arrête de pomper le sang subit la gravité et se déplace vers les zones déclives du corps. Qu'est-ce que les zones déclives ? Ce sont les zones qui sont vers le bas. La peau, du coup, à ce moment-là, va prendre des nuances de couleurs plus ou moins roses ou plus ou moins mauves. Et c'est ça qui va aider justement à comprendre l'heure de décès, depuis combien de temps quelqu'un ou quelqu'une est mort ou morte. Or, sur Christiane, le livor mortis donne une heure de décès, une période de décès qui ne correspond à nouveau pas du tout aux déclarations de Dylan et Whitley. Alors je vous rappelle que tout ce que je vous dis là, c'est pas des constatations qui sont tombées du ciel, c'est pas des analyses de pacotille que moi j'essaye de faire, hein, je fais du true crime mais c'est pas pour ça que je suis scientifique, c'est réellement des données qui ont été analysées et des indications qui ont été données par des très très grands scientifiques
à nouveau spécialisé dans la médecine légale, et ce sont des choses qui ont vraiment été écrites noir sur blanc dans des rapports, mais qui n'ont tout simplement jamais été utilisées, ou en tout cas pour l'instant. Ce qui, moi, me rend absolument dingue. Il y a tout dans cette scène de crime qui devrait déclencher des red flags partout. Il n'y a rien qui va. La position du corps, la position de l'arme, la position des pieds, le peu d'éclaboussures de taches de sang, parce que ça c'est pareil, je vous en ai pas parlé, mais au final, on le voit d'ailleurs hein, sur les photos de la scène de crime, il y a très peu d'éclaboussures de sang. Si Christiane s'était réellement tiré une balle dans la tête dans la salle de bain, il devrait normalement y avoir beaucoup plus de sang. Et pourtant, pas d'enquête. Le 26 février 2014, lorsque la police arrive sur place, elle va tester Whitley et Dylan, alors notamment sur les mains, pour quelque chose dont vous avez probablement déjà entendu parler si jamais vous regardez d'autres vidéos de True Crime, et je ne doute absolument pas que ce soit le cas. Ils ont été testés pour ce qu'on appelle les gunshot résidus, donc les résidus de poudre d'armes à feu. Lorsque vous tirez avec une arme à feu, il y a une infime quantité de poudre qui va venir se déposer sur vos mains. Cette infime trace de poudre, elle va pas rester ad vitam aeternam, mais elle va rester en tout cas du moins jusqu'à ce que vous laviez les mains, jusqu'à ce que vous frottiez les mains avec quelque chose, donc elle peut rester quelques heures. Donc le jour de la mort de Christiane, Dylan et Whitley sont testés tous les deux pour ces résidus de poudre. Les deux tests reviennent positifs. Ça signifie donc que et Dylan et Whitley ont tiré avec une arme à feu il y a peu de temps. Alors Whitley, elle a une excuse qu'elle présente tout de suite d'elle-même. Elle dit que la veille au soir, elle était dans les bois avec des amis et qu'ils ont tiré avec des armes à feu pour le fun. Alors moi perso, pour le fun, je joue à Animal Crossing sur la Switch, mais je veux dire, chacun son délire quoi. Donc lorsque les amis en question qui donc étaient avec Whitley dans ce bois sont interrogés, ils vont pas tous avoir la même version du déroulé de cette session de tir pour le fun. On a justement deux frères qui vont donner des déclarations dissonantes. Un de ces frères a une importance dans cette affaire. On a d'abord Jet Miller qui lui dit que effectivement Whitley a bien tiré ce soir-là. Et on a son frère qui lui s'appelle Matt Miller qui va expliquer à la police que selon lui, Whitley n'a absolument pas tiré ce soir-là. Il leur explique même que Whitley avait tellement peur des coups de feu qu'elle a passé la soirée sur ses genoux à se boucher les oreilles. And I've told police that numerous of times, like over and over and over, like that's like she was sitting in my lap and I had my hands like on her ears like that, and she said that she was too scared to shoot it. She knows that she didn't get out and shoot that gun. She knows she didn't. Oui, Matt Miller, dans son témoignage, déclare que donc Whitley était bien avec eux, avec également donc Jet, son frère, et probablement une autre personne, mais je n'ai pas trouvé son nom, donc a tiré avec des armes dans les bois. Il raconte donc qu'ensuite Whitley est venu dormir chez lui, qu'ils auraient eu un rapport sexuel et ça n'aurait pas été la première fois, et il dit que le lendemain, il a ramené Whitley à sa voiture et que lui est parti au travail. C'est plus tard dans cette même journée que Matt reçoit un coup de fil de Jet qui lui apprend la mort de Christiane. Matt essaie de suite de joindre Whitley sur son téléphone, mais elle ne lui répond pas. Il essaie ensuite d'appeler un ami en commun qu'il a avec Whitley, et justement Whitley est avec lui. À ce moment, Whitley va lui expliquer au téléphone que Christiane est rentrée en urgence de son travail parce qu'il a appris que la veille, elle avait dormi chez Matt. Elle raconte à Matt, elle prétend que lorsque Christiane est arrivée, il y a eu une énorme dispute et qu'ensuite les choses se seraient calmées. Elle dit qu'ensuite elle et Christiane se sont couchées ensemble pour faire la sieste, qu'au bout d'un moment elle aurait été réveillée par un grand bruit, qu'elle se serait levée et que c'est là qu'elle aurait découvert Christiane dans la salle de bain. Ce qui du coup, vous l'aurez compris, contredit totalement le déroulé des faits décrits par Dylan. Puisque je vous le rappelle, Dylan dit et dit toujours aujourd'hui que c'est lui qui a trouvé Christiane dans la salle de bain. Seulement Whitley, après son témoignage, il va changer plusieurs fois. En faisant beaucoup de recherches sur internet, j'ai retrouvé cet échange de textos par portable entre Whitley et Matt,
dans lequel, vous pouvez faire pause si vous souhaitez lire, dans lesquels Matt explique qu'il a eu la police au téléphone, qu'on lui pose des questions, etc. Et il repose des questions à Whitley pour lui demander de lui expliquer à nouveau ce qui s'est passé ce jour-là. Et Whitley va complètement changer de version plusieurs fois et Matt le lui fait remarquer. Et ils ont un échange de textos comme ça un petit peu houleux. Alors Dylan, lui, n'a aucune explication quant aux résidus de poudre qui ont été retrouvés sur ses mains. Ou en tout cas, moi, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Aucune explication d'ailleurs non plus sur le fait que, au final, Whitley dit avoir été réveillé de sa sieste par Dylan qui lui crie donc qu'il vient de trouver Christian, qu'il est mort et qu'il faut appeler le 911, mais que le coup de feu tiré, lui, ne l'est pas réveillé. Or, par rapport à l'arme du crime, l'arme qui a été retrouvée, selon les experts, le bruit de la détonation aurait dû être entendu 3 maisons plus loin. Mais Whitley, qui elle dort dans la même maison, n'a rien entendu. L'incompétence de la police de Meridian et la légèreté avec laquelle ils ont vraiment traité cette affaire dès le début, elle est encore plus flagrante quand on sait ce qui s'est passé quelques jours après, lorsque, une fois Christian enterré, Josh a bien dû retourner à l'appartement, entre autres pour nettoyer la scène de crime. Alors je sais que c'est horrible à entendre comme ça, mais il faut savoir, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas aux États-Unis, il n'y a pas d'équipe de nettoyage qui vient, c'est à la famille de la victime de nettoyer tout ça. Et donc Josh, c'est horrible, mais il doit rentrer dans l'appartement et donc se mettre en l'occurrence à nettoyer cette salle de bain et le sang de son frère. Ce qui est absolument horrible quand on y pense, parce que tout est resté dans l'état après le 26 février. Et en faisant ce nettoyage, Josh va tomber sur des choses qui auraient dû normalement être trouvées par la police, mais pour une raison qui me dépasse totalement, l'enquête a été tellement superficielle que la police n'est pas tombée dessus. Pour commencer, il y a un t-shirt qui est gorgé de sang, que Josh retrouve littéralement roulé en boule derrière les toilettes, dans la pièce dans laquelle Christian est mort. Un t-shirt plein de sang. Je vous montre la photo, ce n'est pas discret, il n'est pas caché le t-shirt. À quel moment ce t-shirt s'est retrouvé ici? À qui appartient ce sang? Comment les enquêteurs ont pu passer à côté de ça? Josh va également trouver 2 couteaux sur la lame desquels il y a du sang. À qui est ce sang? On ne sait pas. Ces objets, Josh les remet à la police pour analyse. Et oui, vous l'avez deviné, analyses qui n'auront jamais lieu. Josh précise que c'est également à ce moment-là que lui prend conscience du trou, de ce fameux trou à côté de l'interrupteur qui se trouve sur le mur à droite. Or, il précise que ce trou n'a jamais été là avant. Il le découvre. Ce qui appuie donc bien la thèse que ce trou a été fait par une balle le jour du drame. Même après tout ça, même après tout ce que je viens de vous raconter, rien n'est fait. Des mandats d'arrêt contre Dylan et Whitley ont été émis, peu de temps après la date de la mort de Christian, mais ils ont été émis, mais ils n'ont jamais été déclenchés. En gros, c'est comme si la police avait rempli un papier, disons qu'il fallait les arrêter, et avait mis ce papier dans un tiroir. Donc ces mandats d'arrêt n'ont jamais rien donné. La famille de Christian se bat sans cesse depuis 2014 pour que l'enquête soit réouverte. C'est une famille qui est noyée dans le chagrin. On le voit, on le sent très bien dans les 2 vidéos de Kendall Ray. Moi, je vous le dis, je ne peux pas regarder ces vidéos sans pleurer. Déjà, j'ai réussi à pas pleurer aujourd'hui, c'est merveilleux. On est face à une famille qui est profondément blessée, profondément marquée par ce deuil qui est horrible, qui est la mort de quelqu'un, c'est toujours très compliqué. Quand ça touche un enfant dans une famille qui est jeune et que rien ne nous préparait à cette mort, c'est une douleur qui est atroce, ça détruit tout et tout le monde. Et cette famille, en plus de devoir accepter, comprendre la mort d'un fils, d'un cousin, d'un frère, doit en plus se battre contre des institutions énormes pour essayer de tout simplement faire le jour sur les conditions de la mort de cette personne. Je ne comprends pas et vraiment, je suis
complètement admiratif devant ces gens qui n'ont pas baissé les bras. Il y a une leçon de courage quand je regarde des interviews de Ray et de Todd, les parents de Christiane. Je suis réellement pris à la gorge. Je les trouve incroyables et j'ai tellement de peine pour eux. Our priority is Christian, but you know, I feel like that I have learned that you can't take for granted that everybody's going to do their job right. J'ai également beaucoup de peine, on n'a pas parlé d'elle aujourd'hui parce que sa place dans le récit était vraiment pour la première partie de l'histoire, mais j'ai également beaucoup de peine pour Avery, la première petite amie de Christiane. On l'entend un petit peu parler dans une série de podcasts, mais qui n'a pas été traduite en français, donc c'est en anglais. Si vous êtes bilingue, je vous invite à les écouter. Un podcast sur cette affaire qui est en plusieurs épisodes, qui s'appelle Culpable. Et je vais vous mettre les liens en dessous. On entend, je crois que c'est dans l'épisode 1 ou 2, Avery parler un petit peu. Ça me déchire. Elle aussi est d'une intelligence et d'un courage. Enfin, je ne sais pas moi dans quel état je serais à leur place. Mais c'est incroyable. Je vais vous mettre tous les liens, également la vidéo de Kendall Ray, etc. en dessous, en description. Donc n'hésitez pas surtout à aller écouter tout ça. Alors derrière ce crime et derrière cette enquête, il y a, comme c'est parfois le cas aux États-Unis, un enjeu politique. C'est un enjeu que je vais même pas moi risquer à essayer de vous expliquer parce que c'est une politique étrangère que je ne connais pas et je ne veux pas vous dire tout et n'importe quoi. Mais parfois aux États-Unis, lors d'élections de procureurs, ça arrive que des cas de crimes non résolus, comme c'est le cas là pour Christiane, soient un petit peu utilisés comme arme de campagne. Et c'est compliqué parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup le procureur qui finalement gère un petit peu tout l'aspect légal, justice d'une circonscription. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé dans l'affaire de Christiane, puisque la procureure en place n'a pas réellement fait son travail, n'a pas réellement poussé la police à mener réellement l'enquête. En 2017, les éléments du dossier ont été présentés à un grand jury qui devait décider si Dylan et Whitley pouvaient être inculpés pour meurtre. En gros, ces grands jurys sont constitués de citoyens et de citoyennes, un petit peu comme les jurys lors de procès. Et ce grand jury a pour mission d'analyser les éléments d'une affaire et décider s'il y a assez d'éléments incriminants pour inculper quelqu'un ou quelqu'une et organiser un procès. En 2017, le grand jury décide non pas que Dylan et Whitley sont innocents, mais seulement qu'il n'y a pas assez d'éléments à charge pour, d'une part, les inculper de meurtre et de deux, espérer gagner un procès. En 2019, une procureure du district nouvellement réélue en novembre 2018, Cassie Coleman, a annoncé publiquement qu'elle réouvrirait le dossier de Christiane Andreacchio si de nouvelles preuves concrètes étaient révélées. Et c'est exactement ce qui pourrait bien arriver. Puisqu'en septembre 2021, la chaîne CBS sort un épisode de la fameuse émission 48 heures entièrement consacré à Christiane Andreacchio. Peter Vincent, qui est donc le journaliste reporter pour ce documentaire, interviewe à cette occasion Cassie Coleman. Et il lui demande donc face caméra si une réouverture de l'enquête peut être envisageable. Celle-ci répond, toujours face à la caméra, qu'elle réouvrira donc l'enquête si de nouveaux éléments étaient révélés. Or, dans ce même documentaire, ce même journaliste interviewe un citoyen qui était membre du grand jury de 2017, qui avait donc statué contre les inculpations de Dylan et de Whitley, et il va l'interviewer. Lors de cette interview, Peter Vincent montre à cet individu un rapport de police qui a été écrit suite au décès de Christiane. Ce rapport conclut que les éléments constatés dans l'affaire doivent mener à une réouverture d'une enquête policière pour meurtre. Et dans un coup de théâtre incroyable, le juré regarde le dossier et annonce, encore une fois face à la caméra, qu'en 2017, le grand jury n'a pas eu accès à ce rapport. Il le lit pour la première fois. Comment le grand jury aurait-il pu analyser objectivement l'affaire et rendre une décision
avisé, éclairé, sans avoir mention d'un rapport de police disant que la mort de Christiane doit être enquêtée comme meurtre. C'est extrêmement grave. Du coup, ce journaliste recontacte Casey Coleman, lui montre ces images, dans lesquelles donc on apprend que le grand jury n'a pas eu tous les éléments. Celle-ci se déclare formellement prête à réouvrir l'enquête si ce qu'il s'est passé s'avère être vrai. Et ça, c'était donc il y a quelques mois. Depuis, il ne s'est rien passé de nouveau au niveau légal, mais il y a une porte d'espoir. C'est un tout petit espoir, mais pour la famille de Christiane, c'est un espoir quand même. J'aurais pu aussi essayer de me pencher un peu plus sur la personnalité de Whitley et Dylan, mais j'ai préféré, moi, dans cette vidéo, en tout cas, rester vraiment plus sur les faits et sur les preuves. Mais si cette affaire vous intéresse et que vous avez justement envie d'en savoir plus sur ces deux individus, je vous invite à faire vos recherches vous-même. Vous allez trouver énormément de choses qui, je pense, vont beaucoup vous éclairer et également beaucoup vous énerver. On pourra aussi tout à fait en rediscuter ensemble, pourquoi pas lors d'un live, mais en tout cas dans cette vidéo j'ai choisi volontairement de ne pas vous en parler. Alors depuis 2014, il y a également au niveau juridique plusieurs plaintes différentes qui ont été déposées par des acteurs dans cette affaire. En 2020 ou en 2019, je n'ai pas trouvé la date exacte, Ray et Todd Andreacchio ont porté plainte contre un homme qui s'appelle Richie McAllister et qui est chef de l'administration de la ville de Meridian parce qu'il a laissé fuiter sur internet des photos de l'autopsie de leur fils. Également en mai 2020, Whitley Goodman et Jeff Miller, donc un des garçons avec lesquels Whitley se trouvait la veille de la mort de Christiane, ont déposé un recours pour diffamation contre la famille Andreacchio. Il et elle réclamaient à la famille la somme de 47 millions de dollars. La plainte a finalement été abandonnée. Depuis, Whitley a aussi été arrêté plusieurs fois, notamment pour usage de drogue. Dylan fait aussi parler de lui de temps en temps, il ne se gêne pas pour publier des choses scandaleuses à l'encontre de la famille de Christiane. Notamment, j'ai retrouvé ce post dans lequel il dit que la mère de Christiane est une menteuse. Génial, on adore ce Dylan, moi je l'adore. Il y a aussi une vidéo qui a été partagée il y a quelques temps sur internet, c'est une vidéo un peu sale qui a été tournée sur un portable, dans laquelle on voit Dylan se battre contre le mari d'Alexa, donc la sœur de Christiane, et carrément à un moment, la petite amie de Dylan, donc de Dylan Swearingen, on est toujours en train de parler du même individu incroyable, sort une arme à feu et la pointe vers donc le beau-frère de Christiane. Donc je pense que ça en dit long sur les réflexes de défense de cette famille et leur rapport aux armes à feu. Si, comme moi, vous avez été très touché par cette affaire et que vous voulez essayer d'aider à votre niveau, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Bien sûr, et je dis pas ça pour que ça m'apporte quelque chose, vous pouvez tout simplement faire tourner cette vidéo. Je n'ai pas trouvé d'autres vidéos françaises qui traitent de cette affaire. Je suis peut-être naïf, mais je pense que ça pourrait faire du bien, notamment à Ray et à Todd, de voir que même dans d'autres pays, on sait qui est Christiane, on parle de lui, on les soutient et on pense à eux. Vous pouvez aussi suivre le compte Twitter de Justice for Christiane et surtout, vous pouvez signer la pétition que je vais vous mettre en lien dans la description. C'est une pétition qui a été lancée par Ray, la mère de Christiane, et avec laquelle elle espère pouvoir toujours demander la réouverture de l'enquête. Voilà, et enfin pour finir, je voudrais vous laisser avec 2 citations de Ray qui me semblent importantes. La première concerne quelque chose que Christiane lui aurait dit et ça me glace le sang. Elle dit « Plusieurs fois, il m'a dit « Maman, si un jour qui que ce soit essaye de te faire croire que je me suis suicidée, enquête et enquête bien, parce que je ne ferai jamais ça. » Et elle raconte que c'est vraiment une des premières choses qui lui est venue en tête lorsqu'elle a appris la mort de Christiane. Et enfin, pour la deuxième citation, j'ai décidé de laisser la place à la personnalité de Christiane et son sourire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos fantômes.